Bonjour, mon invité aujourd'hui est Anne Sénéqué, qui est médecin, mais qui est également chercheuse associée à l'IRIS et qui a coécrit ce livre, La Joie tout simplement. Je l'ai co-signé, mais rendons à César ce qui est à César et Anne ce qui est à Anne. L'idée était la vôtre. Mais on va parler avec votre étiquette de médecin pour parler du Covid-19. Est-ce que 2022 sera l'année où on va enfin être débarrassé de cette pandémie? Le directeur général de l'OMS, qui généralement ne verse pas dans l'optimisme dès qu'il s'agit de parler du Covid-19, a fait lors de ses vœux pour l'année 2022 des déclarations qui semblaient plutôt rassurantes. Disons qu'on pourrait, si ce n'est vaincre, du moins venir à bout du Covid-19 en 2022. Est-ce que vous partagez cet optimisme et quels seraient les éléments qui pourraient le justifier alors qu'on a plutôt l'impression que Omicron gagne sur tous les terrains? Merci déjà pour cette invitation. Il y a plusieurs choses qui permettent au docteur Tedros d'être optimiste. Il y a effectivement la dynamique naturelle des épidémies et on voit que 2021 a eu plusieurs variants. Aujourd'hui, on arrive sur un variant qui est beaucoup plus transmissible, donc qui va se diffuser à l'ensemble de la planète. Et aujourd'hui, on assiste à un pic d'incidence dans toutes les régions du monde. Alors, on a eu l'habitude en 2020 et 2021 d'avoir des vagues qui étaient sur des régions différentes. Là, ça a fait le consensus. Cet Omicron, il est présent partout en même temps. Et c'est là-dessus finalement que cet optimisme se base, parce que pour l'instant il est moins virulent sur les patients 1 qui sont vaccinés ou 2 qui ont déjà eu une primo-infection, donc les formes graves sont beaucoup moins importantes, et du coup ça va booster une sorte d'immunité naturelle. Sauf que pour l'instant on a 10 millions de cas répertoriés par semaine, donc on n'a pas non plus toute la population qui a pu avoir cet Omicron et bénéficier d'une immunité post-primo-infection. Mais il y a une deuxième. Ça serait potentiellement positif parce que justement, dans le passé, lorsque les épidémies comme ça durent sur le long terme, il arrive à un moment donné où il y a un nouveau variant qui est plus transmissible mais moins virulent. Donc ce facteur-là serait plutôt du côté positif, sauf que malgré tout c'est du vivant et on n'est pas à l'abri d'une surprise du virus, d'autant plus que c'est 10 millions de cas répertoriés par semaine, probablement ça fait beaucoup plus, voire 2-3 fois plus, donc 30 millions de cas par semaine, c'est autant d'opportunités pour le virus de muter sur quelque chose de potentiellement plus virulent. Donc on a des raisons d'être optimiste, mais il ne faut pas non plus être naïf et se dire que c'est terminé, il faut rester très vigilant. D'autant plus que le système COVAX, et je pense que c'est ce qui permet aussi à l'OMS de se dire on arrive vers une année qui pourra être un petit peu plus simple, va prendre plus d'ampleur, et il y a un objectif qui, pour le système COVAX, qui est cet organisme de l'OMS qui a pour vocation de vacciner les populations des pays à revenus faibles et intermédiaires. Cet objectif-là, sur 2022, il est de 70% de ces populations à l'orée mi-2022. Oui, le docteur Tedros a conditionné un petit peu son optimisme par le fait que des vaccins soient plus accessibles dans les pays du Sud. Pour l'instant, quand même, la situation n'est pas là. On a un taux de vaccination qui est de 2,5% en Afrique. Donc on est quand même très loin de l'objectif de 70%. On est très loin, et c'est un petit peu la problématique de l'OMS, c'est qu'il y a une théorie et il y a une pratique. C'est vrai que les objectifs pour 2021, c'était de vacciner 27% de ces mêmes populations à la fin de l'année. On n'y est pas arrivé parce que effectivement les pays occidentaux et ceux qui en avaient les moyens ont coopté la totalité des vaccins, et aujourd'hui ça a changé la dynamique même de la pandémie, parce que finalement que ce soit les variants alpha qui émanaient du Royaume-Uni, delta en Inde, gamma et bêta, tout cela ont émergé dans des régions qui étaient très peu vaccinées. Même au Royaume-Uni, c'était au tout début de la campagne de vaccination, c'était moins de 5% de la population vaccinée, et on voit que finalement, le fait de ne pas avoir suivi cet objectif de vacciner en priorité les populations vulnérables de tous les pays du monde, ce qui était le but et ce qui était finalement accepté par tout le monde, finalement ne s'est pas fait. On aurait pu protéger les personnes vulnérables et du coup diminuer l'opportunité pour le virus de générer des mutations, parce qu'il faut savoir que les mutations se font préférentiellement chez les personnes qui ont une immunité plus faible, donc chez les personnes vulnérables, où le virus, au lieu de rester 3 semaines, va rester 2 ou 3 mois, et du coup va avoir beaucoup plus d'opportunités de se multiplier et de générer des erreurs dans sa réplication, et du coup passer ces erreurs-là à une personne suivante. Ça veut dire donc passer la mutation à une personne suivante.
Donc si on avait eu la capacité, et dès l'été 2021, on avait injecté 4,5 milliards de doses à travers le monde, on aurait pu déjà vacciner en primo-injection toutes les personnes vulnérables à travers le monde et les personnels soignants. Donc à ce moment-là, je ne dis pas qu'on n'aurait pas eu ni alpha ni delta ou même les autres variants ou même Omicron, mais ça aurait drastiquement diminué la probabilité pour que de nouveaux variants émergent. Donc aujourd'hui, on serait très probablement sur une autre dynamique et sur d'autres chiffres. Parce que pour l'instant, quand même, malgré ces nouvelles dites rassurantes, on a plutôt l'impression qu'il y a une panique générale. Toutes les nouvelles qui remontent, c'est au contraire Omicron qui, en France, on a atteint un taux de contamination jamais vu. Et c'est également le cas dans les autres pays. Donc, comment faire la différence entre ces déclarations optimistes et un tableau dans les médias, dans la presse, de panique quotidienne? En santé publique, ce qui est important, c'est de prendre l'urgence sur ici et maintenant, mais aussi en même temps réfléchir sur demain et après-demain. Il faut avoir 1 ou 2 coups d'avance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est submergé par cette vague Omicron et qui, lorsqu'on me disait tout à l'heure, est présente sur tous les États en même temps. On a ce côté débordement des systèmes de santé. Alors en France, il n'est pas en bon état, mais on a de la chance quand même qu'il soit opérant et qu'il tienne debout, ce qui n'est pas le cas de nombreux pays à travers le monde. Et le risque aujourd'hui, c'est pas tant les décès, puisqu'on a vu que le variant Omicron était beaucoup moins virulent, mais justement la mise à terre des systèmes de santé. La mise à terre des systèmes de santé, c'est aussi une problématique sur les soins de santé primaires dans de nombreux pays, le paludisme, les maladies diarrhéiques, l'accès aux soins de toutes les populations. Donc c'est vrai que le risque aujourd'hui identifié pour demain, c'est celui-ci. La vague Omicron en elle-même, de ce qu'on a vu en Afrique du Sud, elle a duré 1 mois, en tout et pour tout. Alors aujourd'hui, on est sur la fin de cette vague, mais si on se base sur ce qui a déjà été vécu en Afrique du Sud, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Par contre, les conséquences sur l'état du système de santé est préoccupant pour la suite de l'année, effectivement. Dans le cas concret de la France, on est à 250-300 000 contaminations par jour, Répertorié. répertoriées, donc peut-être aussi un peu plus, ou Ouais. des gens qui ne se font pas tester et qui peuvent être porteurs. Mais donc, est-ce que si ça durait 1 mois en Afrique du Sud, est-ce que ça veut dire qu'on voit le bout du tunnel par rapport au Omicron en France? C'est pas aussi simple parce que les populations sont pas vraiment comparables. On a une population d'Afrique du Sud qui est très jeune, ils sont en été, donc il y a eu beaucoup moins de contamination. Et d'autre part, la vague Delta qu'ils avaient eue était terminée au moment où ils ont engendré la vague Omicron. Aujourd'hui, en France, la particularité, c'est qu'on combine la vague Delta et la vague Omicron, qu'on est en hiver, qu'on a une population beaucoup plus âgée, qu'on a toujours ces 5 millions de personnes non vaccinées. Donc ça fait beaucoup d'éléments différents et qui nous demandent plus de vigilance. D'accord. Et au niveau mondial, on voit que les pays réagissent différemment. Comment expliquer, par exemple, que les Pays-Bas ont dû se confiner? C'est qu'ils étaient moins vaccinés, qu'il y a une population, la composition en termes de catégorie d'âge et de fragilité à peu près la même qu'en France. En termes de population, on est assez similaire en Europe, on a quelques particularités, notamment en termes aussi de système de santé régionalisé ou centralisé. Après, ce sont des stratégies, c'est vrai que la France l'année dernière a fait le pari de ne pas fermer ses écoles. Ça a été le seul pays en Europe à le faire et c'est quelque chose qu'elle a beaucoup mis en avant. Et aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement plus de seulement pensée sanitaire, mais pensée sanitaire, économique, pédagogique, sanitaire en termes de santé mentale de la population et aussi la lassitude et l'acceptabilité des mesures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le but, l'objectif, c'est de ne pas confiner et à ne pas arriver la vaccination obligatoire. Donc l'exécutif français est là à chercher des façons d'y arriver sans finalement poser les mots sur la table, que ce soit finalement le confinement, c'est restreindre les chaînes de transmission, et la vaccination obligatoire, c'est-à-dire restreindre les risques pour et la population et le système de santé. Au niveau mondial, où en est-on? Est-ce qu'il y a des continents qui sont plus affectés? Est-ce que le Covid-19 en général et Omicron en particulier fera plus? On a beaucoup parlé du continent africain, avec dans un premier temps beaucoup d'inquiétude en disant ça ne va pas tenir, tout va sauter, et ensuite en disant ben non, en fait ils sont jeunes et le climat, et donc l'Afrique est moins atteinte. Mais en même temps, c'est une fois encore l'un des continents où il y a le moins de vaccination. Il y a le moins de vaccination, il y a le moins de tests. C'est vrai que la population est jeune, la température moyenne plus importante, on y vit plus à l'extérieur, et c'est aussi à l'extérieur des hubs aéroportuaires, des flux internationaux.
Et c'est ce qui a un petit peu pêché aussi, en plus des autres facteurs de risque, que ce soit en Asie, en Europe ou en Amérique du Nord, où il y a beaucoup de flux de population. Mais aujourd'hui, l'Afrique subit cette double vague Delta-Omicron de plein fouet. Alors c'est toute proportion gardée, mais ils vivent un pic aujourd'hui de contamination tel qu'ils ne l'ont jamais vécu depuis cette pandémie. En termes de région du monde le plus impacté, c'est la région Amérique, autant Amérique du Nord que l'Amérique du Sud, parce que, sur ces populations pas très âgées, mais avec une moyenne d'âge plus importante au nord, avec des comorbidités beaucoup plus importantes, et un système de santé défaillant, autant au nord qu'au sud, pour des raisons différentes, et une gestion Aux aussi de États-Unis, l'épidémie très la presse dit politique. que les hôpitaux sont complètement débordés et sont vraiment à la limite de leur capacité d'accueil. Ce qui est aussi présent autant en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord, c'est la gestion politique de l'épidémie. On a eu Trump, Bolsonaro au Brésil, où il y a eu tout d'abord un déni de l'épidémie, une gestion pas très pertinente au début, et en fait finalement ça se répercute encore aujourd'hui. Et on a cette difficulté, d'accès aux soins. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis sur le débordement du système hospitalier, on a un système hospitalier qui n'est pas aussi accessible qu'on peut le vivre en France en tous les cas. Donc ce côté out of payment pocket, ça veut dire que c'est les patients qui doivent payer leurs soins. Il est fort probable souvent que plutôt que d'aller se faire tester ou plutôt que d'aller chercher des soins pour des raisons financières, ils ne le font pas. Alors il y a eu des mesures mises en place pour justement rendre plus accessibles ces soins sur le Covid, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Et en Amérique latine, la plupart des pays sont atteints. C'est pas seulement le Brésil, le Bolsonaro. Les autres pays ont l'impression que, quelles que soient les mesures sanitaires Oui. prises en compte, le virus vient frapper de façon relativement égalitaire les C'est vrai. populations. C'est vrai, d'autant plus que ce qui s'est passé juste avant l'épidémie de Covid en Amérique latine, il y avait une autre pandémie, le chikungunya, qui a été très importante et qui déjà impactait énormément le système de santé. On n'en a pas parlé en Europe, mais il a émergé en Amérique latine le variant Mu qui lui avait un véritable échappement immunitaire vis-à-vis des premières vaccinations. Donc il y a eu tout plein de facteurs de risque inhérents à l'Amérique du Sud qui est venu impacter cette gestion-là. Et après, on est aussi toujours dans la même problématique. Le Brésil, par exemple, qui n'avait pas eu accès en accès direct sur les premières vaccinations avec le Pfizer ou quoi que ce soit, avait mis en place des contrats avec la Chine pour que la Chine puisse se servir de la population brésilienne, qui est génétiquement très diversifiée du fait de l'histoire, pour faire les essais cliniques et en retour avoir des vaccinations, justement des vaccins chinois. Et ça, c'est ce qui a préfiguré en 2021 sur la géopolitique du vaccin qui a pris de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure de l'année et qui a mené les pays occidentaux à se dire « Ah mais tiens, c'est vrai qu'on avait dit qu'on vaccinait aussi les autres pays » et de se rendre compte que la Chine et la Russie prenaient plus d'ampleur sur les relations internationales au niveau de ce vaccin-là, et du coup ont recommencé à penser aux autres. Vous évoquez le cas de la Chine. Dans un premier temps, la Chine donc, a mis en place une politique zéro Covid Absolument. qui a été à la fois drastique et efficace. Et on a l'impression qu'elle est en échec maintenant. Dans 3 semaines, les Jeux Olympiques vont s'ouvrir. Ça va être un échec parce qu'il n'y aura pas de public extérieur, peut-être pas de public chinois. Et, et la Chine est fermée complètement par rapport à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que les vaccins chinois sont inefficaces ? Eh bien, en fait, les vaccins chinois, autant le Sinovac que Sinopharm, sont des vaccins qui sont validés par l'OMS pour faire partie du système COVAX. Et ils annoncent une efficacité très importante en termes de efficacité sur le Covid symptomatique, mais sur l'hospitalisation. Donc pour l'OMS, ces vaccins chinois font partie du portefeuille que l'OMS participe. Après, c'est vrai qu'on a des échos différents sur et le Vous voulez côté dire que scientifique. si les pays occidentaux ne reconnaissent pas le vaccin chinois, c'est plus pour des raisons géopolitiques que des raisons sanitaires ? Et c'est fort probable que oui. C'est Bon. fort probable que oui. Mais en même temps, ça marche pas si bien que ça, puisque à la moindre alerte, s'il y a 15 personnes qui sont contaminées, on confine 15 millions de personnes. C'est quand même... C'est vrai, mais la Chine et d'autres pays ont eu cette politique zéro Covid, ce sont des pays insulaires. Nouvelle-Zélande, Australie, Islande, la Chine est une sorte de pays insulaire finalement dans son fonctionnement.
Et Enfin, c'est elle vrai peut se fermer en tous les cas, qu'elle peut oui. se fermer, elle a cette capacité-là que d'autres n'ont pas. Et quelque part, la stratégie zéro Covid, il y a un message vis-à-vis de la population nationale de la Chine, de se dire on est capable, nous, gouvernement, de gérer cette pandémie mieux que le reste du monde ne le fait, et également aussi à visée internationale sur le conflit sino-américain, sur le leadership économique, un petit peu. Il y a plusieurs niveaux de lecture finalement sur cette stratégie-là, et dans la mesure où c'est celle sur laquelle ils ont commencé, même s'il y a 15 cas, effectivement, il faut boucler très rapidement les choses, et ils ont cette capacité, parce que effectivement, ça n'est pas une démocratie telle qu'on peut la vivre à l'occidental, et imposer un confinement pour 15 cas, imposer des tests obligatoires sur une population de 15 millions de personnes en une semaine. Quelque chose qu'on ne pourra pas faire et qu'on ne souhaite pas faire dans les Alors, démocraties s'il y avait occidentales. des facteurs géopolitiques pour ne pas reconnaître le vaccin chinois dans les pays occidentaux, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs géopolitiques qui ont fait que l'OMS les, par contre, qualifié rapidement? On a beaucoup reproché à l'OMS d'être un petit peu sous influence de la Chine. Quel est votre regard de médecin par rapport à cela? Et on viendra après sur une analyse du travail de l'OMS. Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, l'objectif de l'OMS, c'est un peu de prendre en considération tous les pays, peu importe les États membres. C'est vrai que le docteur Chan, l'ancienne DG de l'OMS, provenait de la Chine. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des problématiques vis-à-vis ne serait-ce que de l'enquête pour savoir d'où provient cette Covid-19, parce que 2 ans plus tard, on ne sait toujours pas le lieu d'émergence et le comment surtout, ce qui est très important pour la suite. Donc on a très probablement effectivement des influences. Alors c'est vrai pour la Chine, mais soyons pas dupes, c'est vrai pour tous les États du monde. Je ne pense pas que la Chine ait particulièrement un canal sur l'OMS. C'est vrai pour les États-Unis, malgré ce qui s'est passé l'année dernière avec la sortie de M. Trump qui voulait quitter l'OMS. C'est vrai pour l'Europe, et chacun a sa voix. Et c'est là où finalement l'OMS, il faut reconnaître ce que c'est, et c'est le cas de beaucoup d'agences onusiennes. L'OMS, ce sont les États membres qu'ils représentent. Et aujourd'hui, si effectivement on a cette problématique d'efficacité de l'OMS sur une réponse à la gestion de la pandémie, il faut chercher au sein de l'OMS, c'est vrai, mais il faut chercher aussi au niveau des États membres. Quel est votre regard? Alors, l'OMS, c'est comme toutes les agences onusiennes critiquées. En même temps, la vie serait pas mieux si elle n'existait pas. Quel est votre jugement de praticienne sur l'action de l'OMS par rapport à une crise? Est-ce que l'on peut critiquer son retard à l'allumage ou la féliciter pour le fait de dire quand même en assez peu de temps, on a trouvé les moyens de se mettre à l'abri, enfin disons de lutter contre cette pandémie? Il y a des choses positives et des choses négatives. Après, effectivement, comme vous le disiez, c'est déjà bien qu'elle existe. Par contre, elle a un fonctionnement qui est complètement inadapté à ce qu'on peut en attendre au XXIe siècle, et du fait des défis sanitaires qui se posent pour ce siècle-là. En quoi est-elle inadaptée au XXIe siècle? Elle n'est pas dans la contrainte. Alors, quand on va dire ça, ça va faire lever Vous voulez dire qu'elle n'a pas d'autorité sur les États membres, c'est ça? Elle n'a aucune autorité sur les États membres concrètement. Et en fait, ce qui fait l'OMS, ce sont les États membres. Et à partir du moment où les États membres ne souhaitent pas donner un minimum de pouvoir à une entité qui est censée les protéger au niveau sanitaire, finalement, chacun va toujours faire ce qu'il veut chez lui. Ça s'appelle la souveraineté sanitaire nationale. Ça fait sens dans Donc il n'y a pas un l'absolu. conseil de sécurité, enfin disons que voilà, il faudrait déléguer et que l'OMS puisse être intrusif dans les États membres. En fait, l'OMS va être écoutée d'une façon différente par les différents pays. Les pays qui ont des centres de contrôle des maladies, comme les États-Unis, comme l'Europe, ne vont écouter que d'une oreille distraite ce qui se dit à l'OMS. Ils vont le considérer comme une entité technique d'information intéressante. Mais ensuite, le comment on le gère, ça va être fait au niveau national. Les pays qui n'ont pas ce genre de structure, les pays à revenus faibles et intermédiaires, vont avoir une autre approche vis-à-vis de l'OMS, vont demander plus d'aide sur la logistique, sur la formation, sur comment faire pour gérer cette pandémie-là. Du coup, on voit qu'il y a déjà deux utilisations différentes. Aujourd'hui, la problématique de ça, finalement, que chacun reste attaché à sa souveraineté sanitaire nationale, que je comprends parfaitement. La problématique, c'est que ça n'est pas adapté aux défis du XXIe siècle. Et on le voit bien, une pandémie ne peut pas
être résolue de façon nationale. Parce que ça voudrait dire alors qu'effectivement, on est un pays insulaire et qu'on n'a aucun flux de Oui, et communication. même les pays insulaires n'ont pas été à l'abri. Même la Nouvelle-Zélande, à l'autre Absolument. bout du monde, n'a pas été à l'abri. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ça fait 2 ans qu'on essaye, ça fait 2 ans qu'on se félicite à chaque fois qu'il y a une fin de vague et qu'on s'étonne à chaque fois qu'il y en a une nouvelle. Donc ça ne fonctionne pas. J'entends l'argument de la souveraineté, j'entends l'argument de pas d'intrusion d'un organisme supraétatique. Sauf qu'il y a une vérité fondamentale, c'est qu'en face, c'est pas un ennemi, une autre nation, c'est pas une organisation le problème. Le problème, c'est un virus qui fait fi et qui a toujours fait fi des frontières. Donc aujourd'hui, en plus, avec notre société mondialisée, qui se caractérise oui, clairement par les circule flux. de plus en plus. Voilà. Ouais. Donc on a un outil qui n'est pas adapté à l'ennemi en face. Est-ce que justement ce type de réflexion commence un peu à poindre ou est-ce que, notamment, il y a quand même les deux principaux pays au monde, la Chine et les États-Unis, qui sont très 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 attachés à leur souveraineté, qui n'ont aucune envie, dans leur système politique différent d'ailleurs, mais qu'ils se rejoignent dans le refus de ce qui pourrait leur faire échapper à leur souveraineté. Mais donc, est-ce que vous avez l'espoir que on parvienne à, pour les prochaines pandémies, parce qu'il y en aura Oui. forcément d'autres, que l'on parvienne à cette délégation de pouvoir à une agence supranationale? Disons qu'une des forces de l'OMS, c'est de savoir se remettre en question à chaque crise, que ça a été la grippe aviaire, que ça a été Ebola. Finalement, on pourrait faire une analyse géologique de l'OMS. À chaque fois, on trouve une réforme après une crise, et ça ne manque pas avec la pandémie, puisque là, on voit aussi que l'OMS essaye de se réinventer, notamment sur la gestion de la riposte de la Covid. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a quelque chose avec la Suisse, c'est un bio-hub qui permettrait justement de faire une collection d'agents pathogènes pour que ça puisse être partagé à travers le monde plus facilement, parce que ça, c'est une des réussites de l'OMS quand même pendant ces 2 années-là, d'avoir su capitaliser et catalyser cette recherche pour qu'on ait un vaccin rapidement, pour que des traitements puissent voir le jour, puisque c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et ce partage, faire du lien dans la communauté scientifique hors du côté national a permis justement l'émergence et d'un vaccin et d'un traitement finalement assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place. Il y a d'autres objectifs qui sont de mettre en place des gestions de la pandémie, de diminuer le risque d'émergence des pandémies, mais alors là aussi, ils viennent de faire une assemblée extraordinaire de la santé, là, au mois de novembre. Il a été dit qu'on allait créer en 2022 un organisme, pour l'instant non encore vraiment caractérisé, pour justement travailler sur cette riposte en pandémie et la prévention. Première réunion en mars 2022, pour faire un document de travail qu'on présentera à l'Assemblée générale de la santé en 2024. La réactivité, la lourdeur administrative, à chaque fois de ne pas braquer les uns les autres, fait qu'on n'est clairement pas dans la temporalité dont on a besoin. Le virus va plus vite que l'OMS. Bien sûr, que tout le monde en fait, que les nations et ainsi de suite. Et tant qu'on sera dans nos guéguerres personnelles pour faire attention justement à l'aspect, c'est le principe de réalité, mais l'aspect géopolitique et ainsi de suite, entrave là. Et finalement, on ne réussit pas, alors qu'on a un ennemi commun, à faire de l'humanité un seul bloc. Ça, on n'y arrive pas. Et je suis un petit peu inquiète, parce que c'est un galop d'essai. Comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas impossible qu'on ait d'autres pandémies pendant le siècle, mais on a aussi ce deuxième challenge, le changement climatique, qui va nécessiter le même fonctionnement, en fait. Et là, coopération. il faut dire que même les blocages sont peut-être encore plus forts. Absolument. Ouais. Merci Anne Sénéquier. Je renvoie à la lecture, on parle justement de climat, de santé et de bien d'autres choses dans ce livre que nous avons coécrit ensemble sur votre idée, la géopolitique tout simplement, aux éditions Erol. Et merci pour ce tour d'horizon de la géopolitique du Covid-19.